Bienvenue dans l'heure de fourche, le podcast animé par le secrétariat général de l'enseignement catholique. Si vous êtes acteur de l'enseignement et à la recherche de témoignages inspirants, de conseils, d'outils, d'actualités, vous êtes au bon endroit. Installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré par l'heure de fourche. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver dans le 11e épisode de l'heure de fourche. Aujourd'hui, on va parler avec Marie d'un sujet peu connu du grand public, le programme Erasmus+. Bonjour Marie, comment vas-tu ? Bonjour, ça va bien et toi ? Et toujours, hein ? Bah ça, Toujours. il faut, hein ? Mais oui. Il faut de toute façon. Non, c'est pas vrai. Des fois, on a le droit d'aller un peu mal. Oui, c'est ça. Mais non, là, ça va parfaitement bien. Mais c'est nickel, c'est grâce au Oui. soleil, ça, il me semble. hein. Oui. Et en plus, un sujet que, quelque part, je découvre. Mais moi aussi, figure-toi. Moi aussi, parce que je n'étais pas au courant de ça. Donc, en le préparant, je me suis dit « Ah bon ?» Mais on va pas faire durer le suspense. Hein. Est-ce que t'es déjà partie en Erasmus, Déborah ? Ben non. Et j'avoue que c'était assez peu connu quand j'étais en secondaire, hein, donc dans les années 90. Pourtant, je voyais des affiches qui en parlaient dans l'école, mais je me sentais pas, en fait, interpellée. Je savais pas trop ce qui se cachait derrière. Donc, oui. donc malheureusement, non, j'y ai pas prêté plus attention que ça. Et j'ai jamais, en fait, un professeur qui m'en a parlé. Donc, je suis passée à côté de ça. Et même chose à l'école normale, comme je ne l'ai pas vécu en secondaire, c'est quelque chose qui ne me parlait pas. Pourtant, j'ai eu la chance de faire un stage quand même au Burkina Faso Oui. lors de mes études, mais c'était hors Erasmus. Mais je pense vraiment que là, en découvrant, en préparant l'épisode, j'aurais adoré. Mais voilà, souvent, quand on pense à Erasmus, on s'imagine directement que c'est pour les étudiants du supérieur uniquement. Mais détrompez-vous, peu de gens le savent, mais le programme en fait Erasmus+, vise à donner aux étudiants, aux stagiaires, au personnel enseignant et d'une manière générale aux citoyens avec ou sans diplôme la possibilité de séjourner à l'étranger pour renforcer leurs compétences et accroître leur employabilité. Oui, une belle opportunité. Donc en effet, de 2021 à 2027, le programme met fortement l'accent sur l'inclusion sociale, les transitions écologiques et numériques et la promotion de la participation des jeunes à la vie démocratique. Il soutient aussi les priorités et les activités définies dans le cadre de l'espace européen de l'éducation, du plan d'action en matière d'éducation numérique et de la stratégie en matière de compétences pour l'Europe. Pour nous parler plus en détail du programme Erasmus+, nous avons le plaisir d'accueillir Sylvia Paradella, responsable relations de presse et communication d'AEF Europe. Bonjour Sylvia, on est ravis de t'avoir aujourd'hui pour creuser le sujet des Erasmus+. Bon, on va commencer tout de suite. Donc, première question. Traditionnellement, en Erasmus, c'était associé à l'enseignement supérieur. Comment s'est étendue son influence à d'autres domaines ? Erasmus a été créé il y a presque 40 ans, en 1987, et à l'origine, le programme s'adressait uniquement à l'enseignement supérieur. Mais en 2014, la Commission, sous la présidence Barroso, a voulu profiter de la marque Erasmus, qui est devenue l'un des principaux emblèmes de l'Union européenne, pour rassembler sous une même appellation, donc l'appellation Erasmus+, toutes les initiatives existantes en matière de formation et d'éducation, telles que Comenius, Leonardo ou encore Grundtvig, pour ne citer que les plus connus. Et pourquoi ce plus ? Eh bien, justement, pour montrer que Erasmus+, c'est beaucoup plus qu'un simple programme pour l'enseignement supérieur, qu'il offre désormais plus de possibilités pour tous les secteurs de l'éducation, de la formation, de la jeunesse et du sport, et qu'il met à disposition un budget beaucoup plus conséquent que précédemment. Et alors depuis 2021, le programme offre de nouvelles possibilités intéressantes, donc notamment des programmes de mobilité pour les élèves de l'enseignement général ou qualifiant, et des modalités pérennes comme l'accréditation pour encourager la mobilité dans les établissements d'enseignement scolaire, mais aussi dans le secteur de l'enseignement de la formation professionnelle et de l'éducation des adultes. Certains pourraient penser que participer à Erasmus sans être étudiant relève du défi. Quelles sont les opportunités pour ceux qui ne sont pas dans l'enseignement supérieur ? Effectivement,
c'est possible de participer à Erasmus sans être dans l'enseignement supérieur. Et le programme d'ailleurs, il offre énormément de possibilités pour les différents publics auxquels il s'adresse. Mais tout d'abord, nous devons noter qu'il y a deux types d'actions. Il y a d'abord les actions dites centralisées qui sont gérées directement par la Commission européenne. Mais là, j'invite vos auditeurs à se rendre sur le site de l'agence exécutive de la Commission pour en savoir plus. Et puis, il y a ce qu'on appelle les actions décentralisées. Et donc, ce sont les actions qui sont directement gérées par les agences nationales, dont l'AEF Europe en Fédération Wallonie-Bruxelles. Ensuite, un autre élément important à souligner, c'est que les candidatures ne sont pas individuelles et donc les individus, les bénéficiaires finaux ne peuvent pas déposer directement une candidature. Donc ce sont les organisations qui candidatent chez nous. Maintenant, concrètement, qu'offre le programme pour le secteur scolaire et la formation professionnelle? Donc je ne vais parler que de ces deux secteurs parce que je pense que ce sont les secteurs qui intéressent vos auditeurs. Eh bien, les établissements vont pouvoir déposer une candidature soit en action clé 1, donc la mobilité des individus à des fins d'éducation et de formation. Donc en termes plus simples, cela signifie aller se former à l'étranger, ou en action clé 2, donc des projets de coopération entre organisations. Mais parlons d'abord donc de l'action clé 1. Quelles sont les actions possibles tout d'abord pour les membres du personnel? Et donc là, on parle des chefs d'établissement, des enseignants, des conseillers pédagogiques, des formateurs ou encore des inspecteurs. Donc, ils vont pouvoir participer à des missions d'enseignement, donc c'est-à-dire qu'ils peuvent enseigner ou dispenser des formations dans un autre organisme partenaire à l'étranger, ou encore participer à des formations, donc ou suivre des cours, ou participer à des événements, ou encore à des stages d'observation. Quant aux élèves, ils vont aussi pouvoir participer à cette action, et donc ils vont pouvoir soit participer à des activités de mobilité individuelle de courte ou de longue durée. Donc ça signifie passer une partie de l'année scolaire dans une autre classe à l'étranger. Donc par exemple, une école va pouvoir envoyer quelques élèves pendant, par exemple, 3 mois au sein d'une école en Italie. Donc les élèves vont être logés dans une famille d'accueil, ils vont pouvoir échanger virtuellement avec leurs petits collègues, leurs petits camarades de classe qui sont restés en Belgique via eTwinning. Les élèves vont aussi pouvoir participer à des mobilités de groupe. Et donc là, c'est une classe d'élèves qui, cette fois, va être accompagnée de ses enseignants. Ils vont pouvoir alors participer à un court séjour de travail et d'échange avec d'autres élèves dans une école d'accueil d'un autre pays. Donc ça, c'est pour le scolaire. Maintenant, en ce qui concerne les jeunes en formation qualifiante, telles que les filières professionnelles. Et donc ces derniers vont participer à des concours de métiers. Il s'agit donc d'événements internationaux sectoriels comme par exemple les World Skills. Ils vont pouvoir faire une mobilité de groupe. Donc c'est une mobilité avec d'autres apprenants et donc ces jeunes vont être accompagnés de professeurs ou de formateurs durant toute la durée de la mobilité afin de les guider dans le processus d'apprentissage. Et ils vont aussi pouvoir faire une mobilité de courte durée, une période d'apprentissage à l'étranger auprès d'un organisme de FP partenaire ou d'une entreprise par exemple. Alors, quelques exemples de stages, donc ça peut être dans la carrosserie, dans la maçonnerie, par exemple le travail de la pierre sèche en Auvergne, la restauration de bâtiments anciens en Italie, ou encore en horticulture, dans les zones Natura 2000 aux Açores, en agriculture biologique en Slovénie, ou encore la récolte de bananes en Guadeloupe, etc. Et en ce qui concerne les membres de ce secteur, donc du secteur de l'EFP, donc ce sont les mêmes formats que pour le scolaire, donc des missions d'enseignement, la participation à des formations ou à des cours, la participation à des événements ou encore des stages de formation. Donc ça, c'est pour l'action clé 1. Ensuite, les établissements,
Ils vont pouvoir déposer des projets aussi en Action Clé 2 qui concernent la coopération. Et donc ces projets visent à favoriser le développement des organisations par l'échange de bonnes pratiques et par la création de réseaux, donc c'est-à-dire la co-création et le travail avec des partenaires européens autour d'un thème commun en vue de réaliser un ou plusieurs livrables. Et donc il existe deux types de partenariats. Donc il y a tout d'abord les partenariats simplifiés, partenariats de coopération, et donc l'école ou l'organisation va opter pour l'un de ces deux formats en fonction de la taille de son projet et du budget nécessaire estimé ainsi que de la durée du projet. Et donc ici l'accent est vraiment mis sur la production de résultats communs et pas uniquement sur les séjours d'apprentissage à l'étranger. Donc par exemple, on peut imaginer la co-construction avec des partenaires européens d'un guide de MOOC. Et aussi, pour ces projets, on peut envisager l'intégration de différents types d'acteurs, donc en fonction du sujet, tels que des acteurs issus du monde culturel, des entreprises, des centres de formation, d'autres écoles, des universités, etc. Et enfin, un élément très important, c'est que les partenariats doivent obligatoirement porter sur l'une des 4 grandes priorités transversales du programme, à savoir donc l'inclusion et la diversité, l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique, la participation citoyenne et la transformation numérique. Quels conseils donnerais-tu à ceux qui envisagent de participer à un programme Erasmus+, alors qu'ils ne sont pas étudiants ? Si vous envisagez de participer à Erasmus+, tout d'abord assurez-vous d'être éligible. Donc pour rappel, sont éligibles dans le secteur scolaire et l'EFP toutes les écoles dispensant un enseignement général au niveau préscolaire, primaire, secondaire ou spécialisé, les établissements de promotion sociale pour les filières relevant de l'enseignement général et délivrant le CEB, le CESI et le CESS, de même que les organismes dispensant un enseignement et une formation professionnelle, donc au niveau initial et au niveau et délivrant des certifications reconnues par les autorités publiques au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, des provinces, des régions ou des communes. Identifiez aussi dans quel secteur s'intègre votre projet et ensuite identifiez clairement vos objectifs et vos besoins. Donc explorez les actions du programme qui vous sont proposées, notamment en lisant attentivement le guide du programme et les différents documents et présentations qui sont mis à disposition par l'agence. Donc en général, après chaque appel, notre équipe de promotion met à disposition des présentations par action clé, par secteur, donc en veillant à bien mettre en évidence les nouveautés du programme. C'est donc un travail de simplification très important qui est fait par notre équipe pour rendre plus digeste et plus accessible le guide du programme. Nous vous invitons aussi à assister aux différentes séances d'information et d'aide à la candidature qui sont proposées par l'agence et dont nous faisons la promotion via des mailings, notre newsletter et via les réseaux sociaux. Et puis, si vous avez à un moment donné besoin de rechercher des partenaires, donc pour ça, vous pouvez aller soit sur la plateforme européenne des résultats Erasmus+, soit sur eTwinning, participer à des séminaires internationaux, ce que nous on appelle TCA, qui sont un excellent moyen de réseautage. Et enfin, si vous êtes décidé à sauter le pas et à rejoindre l'aventure Erasmus+, il est très important de veiller à ce que votre projet corresponde aux objectifs du programme. Donc ça, c'est vraiment primordial. Par exemple, un séjour culturel à Paris pour aller visiter la Tour Eiffel n'est pas du tout finançable par Erasmus+. Par contre, un échange avec une classe d'une école parisienne, donc autour d'une thématique particulière, telle que l'utilisation d'un outil numérique dans l'apprentissage des mathématiques, pourra être accompagné d'une visite culturelle si l'activité se justifie dans l'objectif du projet. Et puis, n'oubliez jamais que l'agence est toujours là, est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions et pour vous aider si besoin à chaque étape de votre candidature.
Comment les voyages Erasmus+ peuvent-ils contribuer à l'enrichissement culturel et à la compréhension interculturelle, même en dehors de l'école? Alors, les mobilités Erasmus+ offrent une immersion dans une nouvelle culture. Les mobilités encouragent les échanges interpersonnels, développent la tolérance et renforcent les compétences linguistiques, mais pas que. Par exemple, en participant, donc les bénéficiaires ont aussi l'occasion de vivre, d'expérimenter une nouvelle culture, de nouvelles traditions, une nouvelle cuisine, un nouveau mode de vie. Et donc, l'immersion à l'environnement culturel offre une perspective pratique qui va bien au-delà de ce que l'on peut apprendre dans les livres et dans les manuels scolaires. Un autre exemple, en vivant et en travaillant avec des personnes issues d'horizons culturels différents, cela va permettre d'établir des liens interpersonnels, d'apprendre les uns des autres, de partager des expériences et de développer des amitiés internationales qui perdurent en général après l'expérience Erasmus+. Et puis peut-être un dernier exemple, mais qui est très important, c'est le développement de la tolérance. Donc les bénéficiaires vont s'immerger dans d'autres cultures et apprendre à respecter les différences, ce qui contribue à la construction d'une société européenne plus inclusive, et cet aspect fait d'ailleurs partie de l'une des priorités du programme. Comment le programme Erasmus+ peut-il être adapté pour les enfants en maternelle? En quoi consiste cette immersion linguistique à un si jeune âge? Alors le programme est tout à fait déclinable au niveau de la maternelle. Par exemple, pour les jeunes, va être mis sur des activités ludiques et interactives qui favorisent une première exposition à des langues étrangères et à des cultures différentes. Je pense à des jeux, des chansons, des histoires et des activités artistiques qui vont être un moyen efficace pour introduire de nouvelles langues. Ensuite, les écoles maternelles vont aussi pouvoir établir des partenariats avec d'autres établissements de la petite enfance dans d'autres pays européens. Cela peut inclure, par exemple, des échanges de photos, de dessins, ou même des enregistrements vidéo d'activités en classe, ce qui va permettre aux enfants de partager leur vie de tous les jours et de découvrir celle des autres petits camarades dans une langue qui n'est pas la leur. Et puis, il y a aussi tout l'aspect de formation des enseignants. Et donc les enseignants de maternelle vont pouvoir bénéficier d'une formation spécifique, par exemple une formation axée sur les méthodes d'enseignement adaptées aux jeunes enfants. Et donc cette formation va pouvoir inclure, outre des techniques pédagogiques, des activités d'immersion linguistique et des approches pour favoriser la compréhension interculturelle chez les enfants en bas âge. Merci beaucoup Sylvia pour ces explications et je pense qu'elles seront très utiles pour les enseignants, les directions et même les pouvoirs organisateurs qui nous écoutent et peut-être donner l'envie de se lancer dans cette belle aventure. Hein. Donc vous l'aurez compris, oui, les échanges Erasmus+ permettent de s'enrichir tant culturellement que personnellement. Passons maintenant au bon plan du jour et je vous réserve de belles surprises. Vous êtes dans l'heure de fourche, le podcast du CEGEC. Alors Déborah, de quoi vas-tu nous parler dans tes bons plans aujourd'hui ? Tu sais Marie que j'aime pour mes bons plans d'abord chercher ce que je peux vous partager autour des thèmes de l'émission. Bien sûr. Et cette fois-ci encore, je me suis donc penchée sur l'Erasmus et je suis tombée sur un podcast de la RTBF qui s'appelle Zoomer, que nous pouvons écouter sur Rovio et les autres plateformes. Zoomer, mais ça me fait penser à Boomer. Ouais, tout à fait, mais faut pas confondre les deux, hein, Marie. Il s'agit bien de Zoomer avec un Z, comme dans Zoom, Zapping, Buzz, le Z de la génération Z. Et Zoomer, comme le surnom donné dans les médias anglophones aux jeunes qui sont nés entre 1997 et 2010. Je suis donc une zoomeuse ou une zoomer, comment je peux le dire ? Alors oui, Marie, et pour l'accord, ce sera comme un boomer, on va dire, hein, je sais pas trop non plus. Donc, et moi aussi, j'ai un zoomer à la maison, car mon plus grand, il est né en 2008. Donc, les zoomers sont en secondaire, dans les auditoires ou déjà dans la vie active. Hein, et les zoomers dont tu fais partie sont nés avec les réseaux sociaux. Évidemment. Oui, et donc connaissent bien les podcasts. Et celui-là leur tend le micro pour nous parler à nous, les plus de 27 ans,
aux boomers et évidemment aux zoomers. Et de quoi parle-t-il ? De sujets qui les intéressent, qui les touchent, qui les passionnent, qui les interrogent. Donc ça peut être de gaming, de sciences, de la lecture, de l'argent, de l'amour, de leur sommeil, des migrants, de sport et encore bien d'autres sujets. Mais aussi des élections qui toucheront les jeunes dès 16 ans et qui pourront voter cette année pour les élections européennes. Alors, sont-ils heureux de ce nouveau droit ? Et puis pour revenir à ma recherche sur l'Erasmus, justement, il y a un épisode spécial Erasmus qui s'appelle « Qui veut partir en Erasmus ?» Un projet qui coûte et qui enrichit. Parfait pour notre podcast, en fait. Oui, t'as tout compris, Marie. Donc, alors, Zoomer, ce sont donc 21 épisodes pour le moment, donc entre 15 et 25 minutes, disponibles sur Rovio et les plateformes de podcast habituelles. Je vous le conseille vraiment, surtout celui sur l'Erasmus. Merci Déborah pour ton premier bon plan, je ne manquerai pas d'aller l'écouter. Pour le prochain bon plan, tu nous fais lire tout en restant dans le thème, c'est ça ? C'est bien ça, t'as tout compris. Donc une petite trouvaille, mi-guide, mi-récit de vie de Lydie Kousgal. J'espère que je prononce bien son nom. Erasmus, une vie en une année. Ce livre se présente comme un guide pratique et en même temps un témoignage vibrant de l'auteur. Donc, il nous invite vraiment à un voyage au cœur de l'expérience étudiante et de la vie Erasmus. C'est intéressant. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'auteur ? Oui, Lydie est diplômée d'une licence de sociologie et à l'issue de son séjour à Erasmus, elle est désormais infirmière en psychiatrie. Alors, métier pour lequel elle a eu un véritable coup de cœur, justement lors d'une lecture obligatoire pour un cours lorsqu'elle était à son voyage Erasmus à Rome. Lydie vient d'une petite ville de Sarthe dans le nord-ouest de la France et elle n'avait pour ainsi dire jamais voyagé seule avant son année en Italie. Ça donne envie de partir quand même. Oh que oui. Donc on y découvre ici le processus de sélection du pays d'accueil, les choix délicats, les décisions cruciales et les hésitations qui marquent vraiment chaque étudiant qui veut partir en Erasmus. Donc comment s'organiser avant le départ, quelles sont les difficultés du voyage, de l'arrivée, surtout lorsqu'on est seul. Le récit explore ces aspects avec authenticité, avec partage d'émotions, de rencontres, les moments d'amitié, voire d'amour, tout en célébrant les bonheurs simples. C'est un livre qui fait réfléchir aussi alors. Oui, l'auteur nous emmène également dans une réflexion profonde sur la relation avec les natifs du pays d'accueil, comment le regard sur cet endroit inconnu évolue du début jusqu'à devenir étrangement familier à la fin du voyage. Le livre nous plonge dans l'avant, le pendant et l'après de cette vie éphémère, mais incroyablement riche et présente par la suite. Chaque page est chargée de sens et de sentiments forts, faisant d'Erasmus bien plus qu'une simple période d'études à l'étranger. Un appel au voyage, au partage et à la découverte, en somme, si je comprends bien. Et si une seule décision prise pendant la jeunesse pouvait changer le cours de notre vie, ce serait bien, non ? Ce serait bien, oui. Alors, est-ce qu'il me reste un peu de temps, Marie ? Pas du tout, Débo. Pas du tout, mince alors, parce que 0 justement, minutes. Je voulais vous parler encore de l'UNESCO et de son programme Campus. Mais vas-y. Ah, merci. L'UNESCO organise des événements éducatifs permettant aux élèves du monde entier ainsi que leurs enseignants de dialoguer avec des experts internationaux sur des questions cruciales. Et c'est le cas avec son programme Campus UNESCO. Alors, Campus UNESCO, c'est 170 experts mobilisés depuis 2021. Des experts de l'UNESCO et de la société civile, 936 classes du monde entier réunies depuis 2014, 158 pays impliqués et 26 500 élèves participants. Quand même, oui. Alors Marie, laisse-moi vous emmener à travers quelques-uns des thèmes traités au cours du programme Campus UNESCO, avec des masterclass qui sont dédiés aux enseignants et des campus pour les élèves qui ont eu lieu récemment en ligne. Écoute, je te suis. Alors, lors d'une récente masterclass, les enseignants ont eu l'opportunité de débattre avec des experts sur la manière de déconstruire les discours de haine. Comment pouvons-nous éduquer les jeunes à être critiques face à ces discours et favoriser la compréhension mutuelle ? Une session d'environ 2 heures en français. Alors, parfois, il y a des sessions qui se font en anglais, donc ça, c'est suivant les thèmes, et suite à laquelle les enseignants reçoivent des ressources pédagogiques préparées par l'UNESCO et où les intervenants de la masterclass. Oui, donc c'est une initiative qui est quand même cruciale dans le climat actuel où la lutte contre la haine et la promotion de la tolérance sont plus importants que jamais. Oui, tout à fait. Donc un autre sujet captivant abordé cette fois lors d'un campus UNESCO a été l'éducation à la biodiversité.
Les élèves, cette fois-ci, ont pu discuter avec des experts sur l'importance de la préservation de la diversité biologique et des actions concrètes à entreprendre. Ça met en lumière l'engagement de l'UNESCO envers la sensibilisation à l'environnement et à la promotion de ce comportement durable. Oui, le campus a également mis en avant le rôle des femmes dans le domaine scientifique. Donc, comment pouvons-nous encourager davantage de jeunes femmes à embrasser les carrières scientifiques et technologiques ? C'est une exploration qui est très inspirante au niveau des contributions des femmes à la science et aux moyens de surmonter les obstacles qui persistent. Oui, tout à fait. Et les campus de l'UNESCO ont également abordé le thème de l'action pour la paix. Donc, comment pouvons-nous éduquer les générations futures à devenir des agents de changement pour la paix du monde ? Pour la paix dans le monde, pardon. Une réflexion sur la façon dont l'éducation peut être une force positive pour la construction de la paix. Ah oui. Alors, l'éducation à l'océan, les métiers verts de demain, la lutte contre la désinformation, la pollution plastique et encore bien d'autres. Voici quelques-uns des sujets au fait fascinants qui ont été abordés lors de récentes masterclass et ou campus en ligne de l'UNESCO. Donc, ces initiatives éducatives offrent aux élèves et aux enseignants vraiment une réelle opportunité unique. Donc, sans voyager, parce que on n'a pas toujours cette opportunité-là. Bien sûr. Donc, de dialoguer avec des experts sur des questions cruciales pour notre société. Et comment je peux, en tant qu'enseignant, élève ou même membre du personnel éducatif, participer à ces événements ? Alors, si vous êtes enseignant, vous avez la possibilité d'inscrire votre classe pour participer à un campus UNESCO. Des campus ont eu lieu au siège de l'UNESCO aussi à Paris et il existe également des campus en ligne qui permettent à plusieurs écoles du monde entier d'échanger sur des enjeux contemporains en même temps. Donc, les campus sont conçus pour les classes de secondaire de 14 à 18 ans et sont ouverts à tous sans contraintes géographiques. Donc, on peut facilement y participer en ligne depuis la Belgique. Exactement. Il y a des écoles de Croatie, du Togo, de Madagascar, de France, d'Espagne qui y participent à distance. Donc, ces masterclass et campus se font en français ou en anglais. Et depuis 2023, les masterclass sont dédiées aux éducateurs, aux enseignants et responsables pédagogiques. Elles ont vraiment un espace de dialogue sur des exemples concrets de bonnes pratiques à mettre en place dans les établissements. Donc, si vous êtes enseignant ou membre du personnel éducatif, c'est une excellente opportunité pour échanger avec des experts sur des questions telles que la préservation de l'environnement à l'école ou la sensibilisation des élèves à la protection de l'océan et de comment l'aborder avec les élèves. Oui, les inscriptions se font en ligne et il suffit de se rendre sur le site officiel de l'UNESCO dans la rubrique Campus UNESCO 2024, puis de sélectionner l'événement qui vous intéresse. Donc attention, il est important de noter que seules les inscriptions effectuées par le chef d'établissement, par un enseignant ou par un membre de l'équipe pédagogique pour leur classe seront acceptées. Les élèves ne peuvent pas s'inscrire de leur propre initiative. Votre inscription sera confirmée 3 semaines avant le campus UNESCO pour vos élèves ou la masterclass pour les enseignants que vous avez choisi et vous serez guidé par un membre de l'équipe pour préparer votre participation. En résumé, que l'on soit enseignant, élève ou membre du personnel éducatif, les campus UNESCO et les masterclass offrent des opportunités uniques d'engagement et de dialogue sur des questions qui sont cruciales. Oui, rendez-vous donc sur le site de l'UNESCO. C'est une autre manière de former des cracks, des citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires. Merci beaucoup Déborah pour tes petits bons plans de notre épisode 11. Et du coup, je te redonne la main pour la suite de notre podcast. Merci Marie. Vous êtes dans l'heure de fourche, le podcast du CEGEC. Nous voilà de retour pour la deuxième partie de cet épisode. Donc après cette chouette rubrique bon plan, sans me jeter de fleurs, nous continuons notre exploration du programme Erasmus+. Mais cette fois, nous allons entendre le témoignage d'un enseignant qui a vécu cette expérience unique. Nous accueillons avec plaisir Florian Coeur, professeur de langue dans l'enseignement secondaire à l'Institut de la Providence de Champion. Bonjour Florian. Hello. Bonjour. On espère que tu vas bien d'abord. Ça va très bien, je suis content d'être ici. Nous aussi, on est content de t'avoir. Mais écoute, on va entrer dans le vif du sujet, pas perdre une minute. Est-ce que tu peux nous partager ton expérience personnelle en tant que professeur participant au programme Erasmus+?
Alors, déjà, j'ai beaucoup de chance parce que je suis dans une école très active au niveau du programme Erasmus+. Donc, moi, je suis professeur de langue, anglais, espagnol. Et avec le programme Erasmus, j'ai l'occasion de pouvoir organiser des mobilités. D'abord, dans un premier temps, linguistiques, pour emmener mes élèves faire un échange linguistique en Espagne, par exemple. Ou bien alors, je travaille également avec un groupe qui s'appelle le Model United Nations, et on appelle ça le Club Moon. Et ces élèves, alors, ont l'occasion de participer à des conférences Model United Nations à l'étranger, en Slovaquie, en Pologne, dans d'autres pays, en tout cas, de l'Union européenne. Et ça, c'est grâce au programme Erasmus également. Ah, sympa. En quoi l'expérience Erasmus+, en tant qu'enseignant, surtout, a-t-elle enrichi ton approche pédagogique ? Est-ce que tu as appris des choses et est-ce que ça a influencé ta manière d'enseigner ? Alors oui, totalement. En fait, c'est vraiment un plus pour mes leçons parce qu'en fait, c'est un but en soi pour certains élèves de pouvoir aller à l'étranger, rencontrer, pratiquer la langue dans un contexte réel. Alors évidemment, on ne sait pas prendre tous les élèves d'une classe, mais alors ça permet de lancer une sorte de compétition, mais pas non plus avec les meilleurs. Donc c'est vraiment une compétition avec ceux qui ont vraiment envie de se dépasser et d'aller tenter une expérience à l'étranger. Ça, c'est plutôt dans la pratique de mes cours. Et alors dans la pratique en dehors de mes cours, puisque, comme je vous ai dit, j'anime le club Model United Nations. Là, c'est vraiment un club avec des élèves hyper motivés. Et ça permet de faire valoriser des activités linguistiques en plus à l'étranger. Et les élèves sont super demandeurs de ça, du coup. Ah oui, le Club Moon, quand je suis arrivé, donc ça fait 4 ans que je travaille à l'Institut de la Providence, il y avait 4 élèves et maintenant on est 35. Ah super, c'est trop bien. C'est quand même pas mal, oui. Et donc concrètement pour ce club, vous voyagez, par exemple cette année-ci Alors cette année-ci, on a fait déjà 3 mobilités, une en Pologne. Donc quand je parle de mobilité, c'est toujours 3 jours de conférence en fait. Donc les élèves sont envoyés dans des comités, ils ont préparé des sujets et ils vont débattre avec d'autres élèves, parfois 5, 6, 7 écoles différentes, qui se réunissent et ils vont débattre pour trouver une résolution en commun. Et tout ça en anglais. Donc on est parti en Pologne au début de l'année, à Torun. On est parti aux Pays-Bas, à Leiden. Et là, je reviens d'une mobilité au Luxembourg. Tu voyages énormément sur l'année. Oui, en fait, j'ai vraiment l'occasion de pouvoir accompagner ces groupes. Alors, avec mon directeur, et plutôt le projet scolaire, donc moi, j'ai des heures dans mes cours qui me permettent donc d'accompagner les élèves, de mettre en place les mobilités. Et la plupart de ces mobilités ont lieu le jeudi, vendredi. Et je ne travaille que 3 heures le jeudi, mais pas le vendredi non plus. Enfin, quand je dis je travaille, je ne donne pas cours le vendredi. Oui. Donc, ça me permet de réaliser ces mobilités qui ont toujours lieu le jeudi, vendredi, samedi, quelque part. Est-ce que tu peux nous partager une anecdote ou un moment qui t'est resté en tête, qui restera gravé peut-être, de ton expérience en tant qu'enseignant qui participe à Erasmus+? Pas plus tard que cette semaine, justement, ici, je me rappelle, j'ai accompagné donc un groupe au Luxembourg et il y a une personne, je ne vais pas la citer, mais c'est dans notre Club Moon que j'ai vu vraiment se développer. Elle a vraiment dépassé des limites et elle m'avait dit ici, il y a 2 jours, enfin 2 jours avant la conférence plutôt, je vais obtenir un prix, je vais gagner un prix. Et d'abord, donc, ils se réunissent en comité. Elle n'a pas réussi à gagner dans le comité son prix en tant que meilleure déléguée. Et puis elle me dit, vraiment juste avant la General Assembly, qui est le dernier jour des discussions, elle me dit, cette fois-ci, aujourd'hui, je vais l'avoir. Et elle a eu son prix, oui. Donc, voilà. C'était un prix par rapport à quoi ? Alors, en fait, quand ils terminent leur session, ils reçoivent un prix pour avoir le mieux défendu leurs arguments et avoir réussi à convaincre au mieux. Elle a gagné le 3e prix. Alors qu'au niveau linguistique, elle se sentait vraiment en dessous des autres, mais elle a réussi avec ses arguments à convaincre, à faire passer sa résolution, et elle a terminé 3e des meilleurs délégués sur une assemblée générale de 70 délégués. Quelle valorisation! Voilà, oui, tellement! J'en suis vraiment fière, oui. Ah oui. On comprend. Quelles sont les compétences ou connaissances que tu as pu acquérir et que tu n'aurais peut-être pas développées autrement qu'en partant en voyage, en fait? Je crois que le plus important à travers les voyages, et c'est ce que j'essaie de communiquer aux élèves, c'est l'ouverture d'esprit. Donc c'est vraiment de se rendre compte que les autres cultures, qu'on a une culture différente, même en traversant la frontière, et que ça vaut la peine de la connaître, ça vaut la peine de connaître un mot de cette langue. Dans les autres activités que j'organise, ce sont des mobilités individuelles pour élèves. Quand un élève part en Pologne, par exemple, on n'a pas des cours de polonais à l'école, mais s'il revient en pouvant dire quelques mots,
Je trouve que c'est super parce que c'est vraiment l'ouverture d'esprit et ça ne s'obtient vraiment qu'en voyageant. Et le programme Erasmus permet vraiment ça, oui. J'ai une petite question par rapport justement à la sélection des élèves. Comment ça se passe? Parce que j'ose imaginer qu'il y a plus de candidats que... Oui, vraiment beaucoup. Surtout que ça prend de plus en plus. Donc, il faut savoir que ici, l'Institut de la Providence est accrédité. Donc, dans notre plan d'accréditation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a dû écrire un plan d'évolution de l'école jusqu'en 2027, entre guillemets, puisqu'on doit planifier sur le court terme, mais avoir une vision long terme. Et chaque année, nos chiffres sont menés à grandir, en fait. Donc, quand j'ai planifié l'accréditation au départ, je m'étais dit, ce sera pour 50 personnes. Puis le Club Moon est passé de 4 à 30. Donc, voilà, j'ai rajouté déjà ceux-là. Puis les mobilités individuelles, qui est le fait de déplacer un élève à l'étranger pour suivre des cours dans une de nos écoles partenaires. Il y a 3 ans, quand je suis arrivé, il n'y avait pas. Donc, je l'ai instauré l'année passée avec 3 élèves. Enfin, il y avait avant, mais c'était plutôt sous forme de commun accord. Tandis qu'avec le programme Erasmus, ça a vraiment lancé un élan. L'année passée, 40 candidatures. On en a choisi 20. Et cette année, 48 exactement, puisque je viens de finir les présélections. Et alors, malheureusement, on ne demande pas une bourse pour les 48, parce que dans les 48, il faut quand même être certain d'abord que ces élèves sont capables de pouvoir aller suivre des cours à l'étranger, parce qu'on ne va pas faire partir un élève qui a déjà des difficultés dans notre école. Alors, c'est pas qu'on veut pas, c'est vraiment pour lui assurer de ne pas être en retard dans ses cours. Si ça rentre dans son plan académique, on va dire, si on sait que cet élève, il a un échec en langue et que c'est justement pour les langues qu'il veut partir, c'est tout à fait cohérent de le faire partir. Mais si cet élève a plusieurs échecs et donc est en difficulté, alors on va plutôt lui déconseiller de faire un Erasmus et de s'orienter vers, donc un Erasmus individuel, mais de s'orienter vers des mobilités de groupe. Et là, c'est souvent mené par un professeur, alors comme dans le Club Moon ou dans les cours. Pour en revenir à ta question, sur les mobilités donc individuelles, comment est-ce qu'on sélectionne les élèves? Qu'on se réunit au mois de mai avec les 50 élèves et on leur demande de présenter une petite épreuve de 2 minutes, très stressante, parce que le but, c'est vraiment d'évaluer leur capacité à gérer le stress. Donc, en 2 minutes, ils doivent se présenter, expliquer leur motivation à partir en Erasmus dans un anglais globalement correct et résister donc à cette pression d'avoir 5-6 professeurs devant eux qui veulent les évaluer. Donc, voilà. Et c'est comme ça, on établit, vu qu'on est 5-6, on établit une note de 1 à 30. Et alors, avec autant d'échantillons, on a un classement plus ou moins objectif qui permet donc pas seulement à celui qui a bien étudié de réussir, mais à celui qui aura le mieux réussi à affronter l'épreuve. Okay. Et tu peux rappeler, ce sont des élèves de quelle année, de quel âge? On offre cette possibilité aux élèves de 5e et de Réto. Okay. Est-ce que tu incites tes élèves à participer à Erasmus+, mais de ce que je comprends, oui. Oui, vraiment. Et en fait, ça a un peu répondu à ma question tout à l'heure, mais est-ce qu'ils sont vraiment friands de cette expérience, quoi? Alors, tout le monde n'est pas friand de partir à l'étranger. Je pense que c'est pas inné chez tout le monde de voyager autant. Mais il faut donner la possibilité à chacun. Et donc, je pense que le fait de savoir qu'ils ont cette possibilité, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, j'essaie de leur montrer que tout le monde peut le faire. C'est pas juste le plus intelligent de la classe, c'est pas juste le plus motivé, c'est aussi celui qui, justement, est le plus discret dans la classe, mais qui rêve de cette expérience-là. Voilà, c'est une possibilité. Et comme je vous ai dit, il y a plusieurs actions, en fait, d'Erasmus dans notre école. Sûr. Donc, il y a toujours moyen de se greffer à un projet, si l'élève veut quand même le faire, quoi. C'est vrai qu'on a souvent tendance à croire que c'est ceux qui ont les meilleures notes qui vont partir en Erasmus, quoi. Oui, c'est vrai. En fait, cette idée que Erasmus est un projet élitiste, je pense qu'il faut quand même le retirer. Alors, c'est pas un projet fait pour tout le monde, c'est plutôt dans ce sens-là. Mais élitiste, non, pas du tout. Parce que c'est vraiment en fonction des besoins de chacun et de ce qu'il va trouver en allant à l'étranger. C'est vraiment assez personnalisé quand même. Oui. Ouais, c'est bien de le rappeler, de le souligner en tout cas. Et par rapport donc au fait que on voit que la motivation, elle est là, quels sont les freins que peut rencontrer un élève justement qui veut partir? Tu as parlé déjà par exemple de la difficulté dans plusieurs matières, mais par rapport, je pense, au budget ou même aux parents qui pourraient être réticents aussi que leur enfant parte. Il y a beaucoup de freins, ça c'est certain. Je vais essayer de penser au plus gros que je retrouve, en tout cas quand je prépare une mobilité pour un élève.
Le premier, c'est vraiment d'abord de ne pas... Parce qu'il n'existe pas d'équivalence vraiment dans le parcours d'un élève, dans son année. Quand il part à l'étranger, il faut qu'il rattrape les cours en revenant. Il n'existe pas une équivalence qui dit tu peux sauter ce chapitre en maths parce que tu es parti faire 2 semaines en Erasmus. Non. Tous les cours doivent être suivis autant à l'étranger, puisque ça c'est dans son programme d'apprentissage, qu'à l'école, puisque ça c'est dans son cursus de l'année scolaire. Donc ça complique vraiment les choses et certains élèves ne se sentent pas capables de pouvoir le faire. Maintenant, certains profs encouragent aussi. On trouve toujours un moyen d'orienter l'élève en fonction de sa difficulté dans une matière pour qu'il puisse quand même faire son Erasmus. Oui. Mais on propose justement pour cela plusieurs durées, soit 2 semaines, ce qui équivaut à un échange alors culturel. L'élève va partir dans le pays et va découvrir la culture du pays, la culture de l'école, la culture scolaire. Il est dans une famille d'accueil, donc voilà, ça va très vite, mais au moins il ne rate pas trop de cours. On le propose même pendant les vacances scolaires, maintenant que nous avons 2 semaines avec le nouveau rythme. Ah oui. Et pour les longs termes, c'est jusqu'à 2 mois, donc entre 1 mois et 2 mois. Là, c'est beaucoup plus conséquent. Donc ça, c'est aussi un des freins pour la plupart des élèves, partir 2 mois. C'est la durée maximum? C'est la durée maximum que nous proposons, puisqu'il faut penser au rattrapage de l'élève quand il revient. Ça, c'est vraiment un frein. Il y a le frein des familles d'accueil aussi. Être dans une famille d'accueil, c'est pas toujours évident quand on n'a pas encore vécu seul à l'étranger. Ah tiens, c'est marrant ça. J'aurais dit plutôt l'inverse parce que... c'est la peur en fait de se retrouver seul d'abord et Oui. parce qu'on ne connaît pas la langue. Quand vous allez tout seul en Finlande et que vous n'avez jamais parlé finnois, c'est quelque chose qui fait peur. Maintenant, il y a un grand soutien, un suivi en tout cas de ma part, de mes collègues en Finlande et vraiment on essaye de rassurer au maximum les élèves et on est toujours là pour leur dire s'il y a un souci dans la famille, directement on te change, donc voilà, tu ne dois pas t'inquiéter. Mais c'est pas toujours évident en tout cas, parce que ça peut venir aussi de la part des parents, c'est de savoir est-ce que mon enfant va tomber dans une bonne famille. Donc voilà, ce sont des freins, mais je vais pas dire que c'est ce qui arrête, c'est pas ce qui empêche la mobilité, non. C'est plus aussi des craintes, des peurs c'est ça. Qui se surmontent. De l'inconnu, quoi. Hein. Exactement, oui. On est tous humains par rapport à ça. Oui, c'est ça. mais généralement, j'ai pas vraiment connu de mauvaises expériences. Évidemment, il y a des petites choses à ajuster, mais globalement, tous ceux qui reviennent sont vraiment enchantés par leur expérience. Et vous parliez aussi d'un frein budgétaire. Erasmus couvre vraiment quasi tout. Donc, et s'il n'y a pas assez, on a de la chance aussi dans l'école d'avoir une communauté de parents qui peuvent aider avec un fonds commun de mobilité. Et donc voilà, on n'est pas en tout cas sur un frein budgétaire. Non. Et de votre côté, l'Institut de la Providence, est-ce qu'elle accueille aussi des élèves donc en fait, on essaie de baser justement les échanges Erasmus sur un véritable échange. En tout cas, les mobilités individuelles, je vais plutôt le dire comme ça. Quand on envoie un élève à l'étranger, on espère que cet élève va recevoir également de l'étranger. C'est pas le cas de toutes les écoles, donc on reçoit pas de toutes nos écoles partenaires. Pour info, on fait partie d'un réseau de 17 écoles aussi en Europe, donc c'est pour ça que on peut faire confiance aux écoles chez qui on envoie nos élèves. Mais c'est pas nécessairement les mêmes écoles qui vont nous envoyer les élèves. Mais oui, on reçoit. On a reçu, je pense, une dizaine d'élèves pour le moment et on en envoie 22. Et donc, quelle nationalité vous avez du coup ? Alors, il ne faut pas que j'en oublie un. Sinon, on va être tapé sur les doigts. Dans ceux de cette année, comme ça je vais plutôt parler concrètement, les élèves sont partis en Finlande, en Pologne, en Slovaquie. Normalement, il devrait encore y en avoir un au Luxembourg, en Autriche, en Grèce. En Finlande, je l'ai dit peut-être. Oui. J'essaie de faire le tour de l'Europe. En Italie, voilà. Ah oui. Et puis alors, à peu près, j'ai peut-être oublié un ou deux. Ah oui, au Portugal, voilà, c'est ça. Ah oui. Et puis alors, sinon, dans le réseau, on a aussi une école d'Espagne avec qui on fait des mobilités linguistiques. On a, je vous ai parlé d'une école, j'ai cité la Slovaquie, la Pologne. Bon, il y a encore d'autres écoles en tout cas, puisqu'elles sont 17. Et voilà, c'est avec eux qu'on travaille régulièrement et avec eux qu'on envoie des élèves en tout cas. Ouais. Et les élèves ont le choix de dire moi j'ai envie d'aller en Finlande ou plutôt en Italie. Alors j'espère qu'ils vont pas écouter ce que je vais dire après. Alors oui, ils ont le choix, mais le choix est quand même très restreint dans le sens où je leur propose de me donner leur premier choix, mais c'est le premier qui va avoir le premier choix. Donc il y a 4 places en Finlande et que j'ai 17 personnes qui ont mis la Finlande,
Voilà, ce sera les 4 premiers. Et puis alors, à partir du 5e, je vais lui proposer un autre pays. Ils vont peut-être me dire, voilà, nous, on ne veut pas ça. Donc, ils vont se retirer naturellement ou alors s'orienter vers un autre pays proposé. Voilà, donc je leur donne le choix au début. Et puis après, voilà, j'oriente. En fait, je suis vraiment inspiré de quand moi, je suis parti en Erasmus. C'est comme ça que ça fonctionnait à l'Université de Liège. Donc, de mon expérience, en fait, j'établis le même principe pour pouvoir faire la même chose avec mes élèves, quoi. Et tu étais parti où en Erasmus, toi? J'étais parti en Espagne. Ah oui, ok. Donc, il y a déjà 12 ans, oui. On ne rajeunit pas, hein. Alors, comment recommanderais-tu le programme Erasmus aux autres enseignants qui pourraient hésiter à y participer? D'abord, je veux dire, l'aventure Erasmus, il faut se lancer, parce que c'est vrai que ça peut être épuisant quand même, parce qu'il ne faut pas négliger les points négatifs qui sont quand même qu'en tant que professeur, dans une école secondaire, on n'a pas nécessairement le temps de mettre cela en place, on n'a pas des heures. Moi maintenant, j'ai des heures grâce à ma direction pour pouvoir coordonner tous ces projets, mais c'est pas d'office et mes collègues qui voudraient mettre en place un projet ne vont pas nécessairement avoir non plus des heures pour un projet en particulier, et alors voilà, ça peut être très chronophage aussi. Oui, l'investissement personnel et la motivation du coup qui doit être présente. Exactement, il faut vraiment une grande motivation. Maintenant, voilà, tous les points négatifs sont très vite compensés quand on est à l'étranger, que l'on rencontre une équipe. Donc dans notre réseau d'école, c'est devenu vraiment un réseau d'amis également, donc c'est une équipe très forte où on sait que l'on compte l'un sur l'autre. C'est une équipe européenne en fait, presque grâce à cela. Et quand on a fait l'accréditation il y a 2 ans, nous, notre école, j'ai proposé au réseau de rejoindre l'accréditation également dans leur pays. Et donc, on est maintenant 17 écoles accréditées. Donc, ça ouvre vraiment l'opportunité à des dizaines de projets. Chaque fois qu'on pense à une idée, on se dit, on va le faire. Donc, je dirais, pour tous les professeurs qui nous écoutent, évidemment, de se lancer, et que ça prend du temps au début, mais ça fonctionne, on a envie de bouger, on a envie de découvrir l'Europe, de donner ça à nos élèves aussi. Je crois que c'est vraiment une question d'inspiration. Et moi, j'ai été inspiré pour commencer. Donc voilà, peut-être que certains vont être inspirés aussi de commencer comme ça. Est-ce qu'avant avant toi, le projet était déjà en route à l'école ? Donc le précédent directeur avait vraiment essayé de mettre ça en place. Donc disons qu'avant... Donc, pour en revenir sur des termes techniques avec Erasmus, là maintenant on fait des actions clés 1. Donc c'est des mobilités individuelles qui peuvent être pour les élèves ou pour les professeurs ou pour des groupes, un professeur et des élèves. Avant cela, c'était des actions clés 2. Et les actions clés 2, c'était des projets de coopération. Et on a travaillé sur un projet de coopération avec 5 écoles du réseau de notre école, le réseau Europrojet. Et c'était le projet Make Environment Great Again. Et on a travaillé là-dessus de 2019 jusqu'à 2022. Donc c'était un projet de collaboration. Donc, on n'est pas nouveau dans le monde Erasmus, mais les projets ont évolué. Erasmus aussi a évolué dans sa forme. Et maintenant, avant, ce n'était pas non plus accessible aux secondaires. Les projets de coopération étaient accessibles aux secondaires, mais pas les mobilités individuelles qui étaient vraiment réservées aux élèves de l'enseignement supérieur et aux universités. Tandis que maintenant, on peut même le faire en secondaire, ces mobilités individuelles. Donc, c'est véritablement un vrai changement. Et je pense que ça démarre plutôt bien. Enfin, on est de plus en plus d'écoles en Fédération Wallonie-Bruxelles à démarrer des projets Erasmus dans notre école. Même les maternelles peuvent faire Erasmus Plus en plus. Donc, c'est ça qui est fou et qui est génial. Voilà, c'est tout le monde dans une école, en secondaire, en Europe. C'est incroyable. Moi, je trouve que c'est une excellente opportunité pour les élèves et les professeurs. Oui. En tout cas, ça donne vraiment envie en t'entendant en parler. Et j'espère du coup qu'il y aura peut-être des enseignants qui hésitaient parce que peut-être que dans leur école, ça n'existe pas. Et si tu avais un conseil d'une première chose à faire pour un enseignant motivé, ce serait quoi pour mettre le projet en place ? Moi, j'ai commencé aussi en observant, parce que c'est quand même, quand on rentrait dans le monde Erasmus, on a l'impression que c'est complexe, ça l'est, c'est vrai. De l'extérieur, oui. Ça l'est, mais quand on a quelqu'un pour nous accompagner, ça va mieux. Donc moi, j'ai commencé, avant je travaillais en Slovaquie, et c'est mes collègues en Slovaquie qui m'ont vraiment montré comment ça fonctionnait. Et donc, en observant une conférence, justement, puisque j'ai commencé par les conférences, en fait, en observant le fonctionnement, comment ça fonctionnait, je me suis dit, moi aussi, je peux le faire, moi aussi, je peux y arriver, je peux prendre un groupe d'élèves et partir. Mais le mieux, c'est vraiment de trouver un partenaire à l'étranger.
et de demander une mission d'observation. C'est possible, ça rentre en tout cas dans ce que Erasmus propose quand vous sollicitez une demande de budget pour une année. Donc il faut vraiment que ce soit en étroite collaboration avec la direction, parce que si vous avez un directeur qui vous soutient pour pouvoir faire ce type de projet, voilà, alors ça va démarrer. En fait, faut pas le faire soi-même, faut vraiment essayer de créer une équipe, d'être en cohérence avec un projet d'école. Et à partir de là, en fait, ça donne des ailes. Erasmus, c'est juste là pour vous donner les ailes, mais le reste, c'est l'école qui doit quand même vous le fournir. Donc, et ça, j'ai de la chance. Super. Est-ce que l'école a une page Facebook ou un site où vous mettez à disposition vos voyages, vos retours sur les Erasmus+. Alors, d'abord, il y a le site Facebook de l'école, donc Institut de la Providence à Champion. Ensuite, moi, je tiens une page Facebook avec les élèves qui s'appelle Club Moon, Model United Nations, MUN, Erasmus+. Donc, vous pouvez nous trouver assez facilement via l'Institut de la Providence. Là-bas, je mets chaque fois toutes les activités, que ce soit les mobilités individuelles, les mobilités de groupe, mais aussi notre conférence qu'on organise une année sur 2. Donc, l'année prochaine, on organisera une grande conférence Model United Nations avec plusieurs pays aussi. Et vous pouvez donc suivre toutes nos activités via cette page. Voilà. Alors, déjà, un immense merci, Florian, d'avoir partagé ton expérience avec nous aujourd'hui. Et moi, je suis persuadée que ça va donner l'envie à quelques collègues de franchir le pas pour eux, pour leurs élèves, tout simplement. Donc, n'oubliez pas de nous suivre sur Instagram. L'heure de fourche, c'est aussi sur Instagram pour découvrir les backstage aussi de l'émission et bien plus. Et restez à l'écoute pour nos prochains épisodes de l'heure de fourche qui sera, lui, diffusé le 20 février prochain. Et on peut déjà vous dire, on peut déjà vous dire que le prochain sujet de notre émission sera dédié aux pôles territoriaux. Merci d'avoir été des nôtres. Merci Florian. Merci à vous. La cloche a sonné, mais notre échange ne fait que commencer. Avant de nous séparer, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux en cherchant CEGEC Enseignement Catholique ou l'heure de fourche podcast. Partagez ce podcast et n'oubliez pas de laisser votre avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci pour votre présence et à dans 2 semaines pour un tout nouveau rendez-vous.